Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, nous vous proposons de plonger dans l'œuvre et la pensée d'Emmanuel Mounier, ce philosophe français qui a révolutionné la pensée chrétienne au milieu du XXe siècle avec sa doctrine du personnalisme. Dans un monde déchiré entre idéologie totalitaire et individualisme croissant, Mounier a fondé la revue Esprit en 1932 et développé une vision où la personne humaine, dans toute sa dignité et sa complexité, occupe une place centrale. Alors, quelle est l'actualité de sa pensée aujourd'hui? Comment son approche peut-elle nous aider à répondre aux défis contemporains de notre société fragmentée? En quoi sa synthèse entre spiritualité chrétienne et engagement social offre-t-elle une voie pertinente pour notre époque? Nos deux invités nous aideront à découvrir ce penseur visionnaire. Le père Jean-François Petit, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes assomptionniste, vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris et vous êtes membre de l'Institut catholique de France. Ça explique pourquoi on vous a vu... L'Académie catholique de France, l'Institut catholique, l'Académie catholique, tout est... c'est pour ça qu'on vous a vu plusieurs fois sur cette antenne. Oui. Voilà. Et puis Yves Roulière, bonsoir. Vous êtes éditeur, vous êtes le vice-président des Amis d'Emmanuel Mounier et vous êtes aussi l'éditeur, le responsable de la publication des œuvres complètes du même Emmanuel Mounier. Alors je ne l'ai pas dit en lancement, mais on a une sorte de double anniversaire en 2025, puisque Mounier est né en 1905 et il est mort en 1950, donc ça nous fait, alors chacun calculera, ça fait 120 ans, on va dire. Oui. Voilà. Peut-être, justement, j'ai commencé à expliquer ces dates 1905-1950. On est avant, enfin, l'essentiel de sa vie, c'est avant-guerre, en fait. Oui. On est avant la Seconde Guerre mondiale. Oui, il fait partie de la première génération des 1905, parce que c'est une date importante aussi qui continue à structurer le paysage. Je dis souvent ça aussi et à mes étudiants et à d'autres, parce que Sartre, parce que de Lubac, parce que Lévinas a un an près, et ces grands penseurs nous ont aidés à structurer vraiment le paysage intellectuel du XXe siècle. Alors effectivement, ce n'est pas l'actualité immédiate, il est mort en 1950, il est mort jeune, il est mort à 45 ans d'un infarctus, mais vraiment sa pensée continue à irriguer très très largement le monde contemporain, c'est indéniable. Et on va s'attacher à vous le montrer. Eh bien, c'est justement ça, Rappelons un peu le contexte, parce que c'est extrêmement important pour la pensée de Mounier. Donc, effectivement, vous l'avez dit, c'est la génération 1905, donc trop jeune pour faire la guerre de 14. Par contre, tout à fait la bonne époque pour la montée des périls, comme on disait, les totalitarismes, que ce soit communistes ou nazis. Oui, effectivement, il est de cette époque, cette génération de l'après-guerre qui s'est retrouvée surtout, je pense, devant le gros problème de la montée du capitalisme, de ce milieu qui se trouvait complètement enfermé qui refusait au fond de prendre en compte le désastre de 14-18 et qui voulait revenir au fond à l'avant, voilà, et avec le même système politique, social, etc. Et le résultat a été ce crack de Wall Street de 29, qui a été vraiment l'avant et l'après pour lui, pour cette génération. En tout cas, pour lui, ça a été l'événement fondamental de sa génération, de la même manière que pour Péguy, ça a été l'affaire Dreyfus, Péguy étant son modèle. Péguy lui-même mort en 14, donc c'est vraiment l'avant et l'après. De là, effectivement la montée du nazisme, comme on sait, du fascisme de façon générale, et puis la montée des différentes grèves, des différents moments bolcheviques, comme on disait, dans l'immédiat après-guerre, pratiquement dans toute l'Europe, excepté la France. On peut dire de multiples communes dans l'immédiat après-guerre, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en Italie, etc., qui étaient le moment révolutionnaire de cette époque-là. Voilà. Lui, il vient de quel milieu? C'est un Grenoblois, donc ses parents sont des petits pharmaciens.
Son père rêve qu'il soit médecin. Bon, c'est toujours ce qu'on souhaite pour ses enfants. Ah bon, Devenir quelqu'un d'autre. je pensais qu'on souhaitait d'être grenoblois, mais... Non. Bon, Grenoble, c'est une petite ville pour l'époque. Simplement, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va jouer un rôle très important pour lui, c'est Jacques Chevalier, qui est un professeur de philosophie qui a déjà une certaine notoriété. Chevalier est un spécialiste de Bergson. Bergson, c'est le grand philosophe français. Et donc, par ce biais-là, Mounier bifurque de ce qu'on pensait pour lui à ce qui va être réellement. Il se forme dans ce milieu-là avec d'autres personnes qu'on connaît dans les milieux catholiques, Jean Guiton, par exemple, voilà, qui est aussi un élève de Chevalier, d'autres, on ne va pas tous les citer. Et puis, son destin peut-être s'accélère, bascule. Il vient à Paris pour préparer l'agrégation de philosophie. Donc, ce n'est pas un normalien, un pur et dur. Hein, c'est quelqu'un qui, aussi, un peu à la force du poignet, va trouver son chemin. Donc, il se trouve dans la Sorbonne de l'époque. Alors, il y a un grand maître qui s'appelle Brunswick, pas du tout à l'aise avec ce rationalisme-là, avec cette façon très idéaliste de penser les choses. Il va réussir à l'agrégation, alors qu'il arrive quand même de province. Hein. Bon, quand même la force du poignet, il termine deuxième, hein, derrière Raymond Aron. Et là, c'est une carrière qui pourrait être une carrière universitaire, mais il ne pense pas que ça puisse être vraiment son chemin. Et donc, après avoir un peu enseigné à Saint-Omer, à d'autres endroits, chez Madame Danielou, il va véritablement se consacrer à la création de cette revue, et aussi d'un mouvement, parce que la revue Esprit, qui existe toujours, hein, c'est une grande revue culturelle, intellectuelle, de culture générale aujourd'hui, peut effectivement légitimement revendiquer cet héritage, et avec aussi le souci de créer tout un mouvement à travers non seulement la France, avec des personnes qui vont adhérer progressivement à cette sensibilité-là, et puis on en reparlera, je pense aussi, avec un réseau de correspondants à travers toute l'Europe, c'est un peu ce qu'a dit Yves, qui permet de bien comprendre les situations. Et là, il y a un sens du discernement très très fort chez quelqu'un comme lui. Donc c'est un jeune qui se retrouve dans un monde qui est un peu un monde bloqué, mais c'est l'expérience que font aussi un certain nombre de jeunes aujourd'hui. Oui, parce oui, que, tout à fait. Hein. effectivement, ces profs, c'est tous ceux qui ont survécu à la guerre de 14, qui étaient trop vieux pour être enrôlés ou qui, bon... Voilà, et donc trouver un chemin face à cette crise qui a des effets différés en France, hein, donc 1929 aux États-Unis, mais en France c'est plutôt 30-32, avec une crise qu'il estime être non seulement économique, mais aussi morale, culturelle, intellectuelle, spirituelle, métaphysique. Hein, donc il a vraiment la prise en compte de cette globalité-là, hein, qui est vraiment aussi une marque, un peu, j'ai presque envie de dire, de fabrique de Mounier. Il pense les choses dans leur ensemble. On s'était promis de faire l'actualité de Mounier à la fin, mais en fait, on peut aussi la faire dès maintenant. C'est-à-dire que ce qui se passe en 32, effectivement, avec cette crise de 29, mais qui est en 32 en France, enfin 30-32, il y a quelque chose de l'ordre de ce qu'on vit, enfin, une sorte de rupture, il se passe quelque chose de fondateur. Tout à fait. Il y a une volonté à l'époque de créer, de penser les choses en commun. C'est beaucoup trop complexe maintenant. Les choses sont l'idée que des grandes consciences, un peu dans le mythe romantique, de grands intellectuels romantiques qui va éclairer la masse des consciences, ne marche plus du tout. Quelqu'un comme Péguy, pouvoir maritain, était encore dans ce modèle, je dirais, un peu hugolien, romantique. Ça ne fonctionne plus parce qu'ils ont vu le désastre. Et qui plus est aussi, il y a un problème de transition, de génération, puisque la génération qui précède Mounier est morte, ou blessée, ou traumatisée par la guerre. Il faut penser ça. Donc, il a été élevé dans une logique un peu géroncratique. Dans un contexte de personnes âgées. On n'est pas très très loin de ce que l'on vit aujourd'hui. Les jeunes sont minoritaires, et c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passait pour la génération de Mounier. Et donc il y a eu surtout la volonté de dire, voilà, on ne peut plus attendre rien de ce monde, de ces grandes figures, ou pas grand-chose, on va travailler en commun.
Donc il y a eu beaucoup de groupes, y compris Raymond Aron, qui ont travaillé par exemple sur Marx. Il y a eu des groupes qui se sont fondés petit à petit. On peut penser à des groupes plus connus, par exemple, comme le surréalisme, qui était d'abord des groupes, etc. Au niveau esthétique, politique, de toutes sortes. Je pense aussi au Copio, à Copo, dans le théâtre. Des communautés se sont créées et c'était tout à fait normal. Là, Mounier a vraiment créé quelque chose. L'originalité, c'est de créer à la fois une revue et un mouvement, comme disait très bien Jean-François. Et l'un ne pouvait pas aller sans l'autre. Le mouvement, c'était effectivement d'entrer dans les provinces, créer des groupes esprits qui aborderaient chacun à sa manière, donc suivant aussi les lieux où ils sont, créeraient donc des débats qui, bien sûr, étaient j'allais dire centralisé, c'est un grand mot, en tout cas était adoubé par Mounier, par le groupe à Paris, mais en tout cas suscitait le maximum. J'ai connu encore, Jean-François a dû en connaître aussi, des personnes qui avaient été profondément marquées par ces groupes dans des provinces parfois très reculées, des petites villes, c'était très très important. Avec aussi une dimension très pluraliste, ce qui est très neuf pour l'époque. Bien sûr. Il ne veut pas que ce soit une revue purement catholique, donc il va d'ailleurs avoir un peu à s'expliquer là-dessus, parce qu'autour de lui, il regroupe des personnes de sensibilité, d'opinion, de confession très différentes. Et ça, c'est très neuf pour l'époque, parce qu'il estime aussi que la vérité, elle doit être cherchée d'où elle vient, et pas simplement dans une simple logique déductive. C'est un jeune laïc, qui se retrouve aussi dans des milieux qui ne sont pas forcément ses milieux d'origine. C'est un jeune qui fait aussi l'expérience de la confrontation à la misère, puisque à Grenoble, il rencontre des gens qui sont vraiment dans des situations de fragilité. Donc tout ça explique aussi son parcours, son grand souci d'une cohérence non seulement intellectuelle, bon d'accord, il a beaucoup de capacités, mais aussi spirituelle, parce que, effectivement, c'est un jeune catholique qui se forme comme laïc. Et ça, c'est très intéressant aussi de voir. Là aussi, on voit l'actualité. Enfin, je veux dire, on est tout à fait dans voilà, on est tout à fait dans ce registre-là. Et avec aussi une sensibilité qu'on peut effectivement qualifier de spirituelle, qui, bon, sans anticiper trop, annonce quand même beaucoup le Concile Vatican II, annonce quand même beaucoup ce grand moment de structuration de l'Église catholique, où voilà, la prise en compte du monde, elle est réelle, où on ne renie rien de la foi, mais on cherche une ouverture aux autres chrétiens. Donc il fréquente effectivement des milieux œcuméniques, on n'appelle pas forcément ça comme ça à l'époque, et son ouverture va aussi s'accentuer, et après, ce qu'on appelle aussi le dialogue interreligieux, voilà, il y a aussi des éléments comme ça, notamment avec le judaïsme. Donc, vous voyez, il y a quand même cette très, très grande ouverture. Il bénéficie de lieux, on a cité effectivement Maritain, donc Maritain réunit des amis à Meudon, mais il se trouve aussi dans d'autres groupes, notamment celui de Berdiev, qui est quelqu'un qui est émigré de Russie, qui est un grand philosophe, un grand théologien aussi. Il se forme aussi auprès de Gabriel Marcel, moins, mais il connaît. Et à ce moment-là, c'est un moment très intéressant aussi de structuration, dans lequel, je le redis un peu, nous vivons encore largement aujourd'hui. Des étudiants du monde entier viennent en France aussi pour étudier cette pensée-là. Tout à fait. Alors du coup, on arrive lentement à la définition de la pensée d'Emmanuel Mounier, ce qu'on appelle le personnalisme, c'est le gros mot de l'émission. Est-ce que vous pourriez nous la définir, et peut-être en commençant par ce qu'il y a dans le mot, c'est le personnalisme, c'est pas l'individualisme. Oui, alors c'est un vaste sujet. Effectivement, comme vous disiez, Mounier arrive dans un contexte centré sur l'individu, très clairement, centré aussi après une époque dans laquelle les personnes ont été réduites à des numéros, la guerre. On compte des morts simplement, mais les personnes, ce sont des individus qui meurent les uns quasiment de façon, comme on parlerait qui sont fauchés, c'est quasi biologique. Des matricules. Des matricules. Des matricules. Alors il y a l'aspect en plus mathématique, effectivement, et l'aspect biologique. Il y a quelque chose là de totalement impersonnel de ce fait-là et qui est assumé comme tel. Ne parlons pas effectivement des jeux financiers.
qui ne tiennent absolument pas compte de la force du travail des personnes, qui sont effectivement, par excellence, des jeux d'individus qui considèrent, qui fonctionnent seuls dans leur coin et qui jouent à qui perd gagne. Là, on ne tient absolument pas compte de ce qu'est une personne, ce qu'on a en face de soi. Donc là, il y a ce contexte-là. Alors, il trouve en fait, je ne vais pas rentrer sur les questions trop techniques, mais il trouve via Max Scheler. Max Scheler, c'est un philosophe allemand phénoménologue, donc marqué par Edmund Husserl, mais très original, catholique, et qui a une méthode de travail aussi très j'allais dire communautaire, c'est-à-dire ça fait partie de ces grands maîtres qui ont réuni autour d'eux des gens extrêmement différents. Alors, parmi les plus connus, il y a par exemple Paul Ludwig Landsberg, mais également Hannah Arendt, etc. Un certain nombre de personnes, tu en as peut-être d'autres noms, et qui ont, et bien sûr toute l'école de Francfort, Horkheimer, Adorno, etc. Bon, mais et lui a beaucoup insisté sur, a défini vraiment ce qu'il appelait le personnalisme, aussi dans une logique, en pensant aussi à la guerre, et à ce qui se passait avant-guerre, c'est-à-dire la force, la folie vers la guerre, en fonction aussi de donc ce qu'il appelait l'impersonnalisme, qui était assumé, qui plus est, par les marxistes, léninistes. Il fallait être impersonnel. Il fallait être impersonnaliste. Jules Guesde, l'impersonnalisme. Donc on était dans cette logique en vue de la masse. Il fallait de toute façon aller vers la masse. C'est le matérialisme, etc. Donc on est dans ce contexte-là. Et il trouve effectivement, Max Scheler pose la question de la personne, et donc ce qu'il appelle le personnalisme par la suite, comme un lieu de travail communautaire où chaque aspect de la personne, chaque aspect de l'être humain est pris en compte. J'insiste beaucoup là-dessus, on le trouve dans l'ouvrage très fortement en pratique, dans l'ouvrage ce qu'il appelle les entretiens. Vos œuvres. Absolument. Dans les entretiens, c'est-à-dire un entretien, comme nous l'avons ici, c'est un ensemble, c'est aussi un contexte. On ne parle pas de la même manière dans un studio que dans une salle d'attente, dans un café, en séminaire, etc. Vous avez un corps, vous avez un langage corporel. Nous sommes trois, nous ne sommes pas deux, donc on n'est pas dans une logique dialectique, et on essaye de chercher la vérité. On n'est pas dans une logique on se maintient, je dirais plus précisément, dans une quête de vérité, plus que dans une volonté à tout prix de trouver la vérité. C'est cette question-là. Mais toujours, votre manière d'utiliser votre stylo, non, tout dit quelque chose de la personne. Donc c'est ça la personne. Ce n'est pas simplement ce que vous me dites, votre langage ou mon langage. Et ça, c'est très fondamental chez lui. Et donc, en fond, ce qu'il appellera aussi, et ce quoi insiste beaucoup Jean-François, la notion de présence. Oui. La présence, tout est dit, quoi, en fait. Y compris un petit enfant, un bébé, a une présence. Il ne parle pas, ou peu, ou il hurle, mais il dit quelque chose. Il est pleinement personne. Et c'est vrai que c'est une recherche aussi très, très communautaire, avec laquelle Mounier dira que ce sont toujours des approximations, c'est toujours des façons révisable d'envisager les choses, parce que sa pensée évoluait. Donc il n'aimait pas trop, finalement, à certains moments, qu'on parle uniquement de personnalisme, parce que c'est un côté un peu enfermant. Il préférait plutôt philosophie de la personne et de la communauté, c'est autre chose. C'est plus large, plus ouvert. Et puis progressivement, ils ont quand même approfondi 2-3 lignes un peu centrales sur ce que c'est qu'une personne, et c'est pour ça que c'est intéressant aujourd'hui. Première ligne, c'est l'incarnation. Nous sommes ici présents, donc on pourrait être à Ouagadougou, mais on est ici. Donc la dimension d'incarnation, on ne peut pas en faire l'économie. On a un héritage qui est un héritage biologique, un héritage qui est marqué par notre environnement, épigénétique, on dirait aujourd'hui. Voilà, donc ça nous constitue. Deuxième dimension, il insiste beaucoup sur la communion,
alors qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de socialisation. C'est-à-dire que nous vivons en interrelation les uns avec les autres. Quand un enfant ne joue pas dans une classe ou dans une cour d'école, on se dit qu'est-ce qui se passe au niveau de sa relation aux autres. Donc là, tout de suite, on sonne l'alerte. Et puis la troisième dimension sur laquelle il insiste, là, qui est plus difficile aujourd'hui à prendre en charge, et il appelle ça la vocation. C'est-à-dire que chacun de nous a un projet, chacun de nous est amené à réaliser sa place aussi un peu modestement dans l'univers, dans le monde. Il appelle ça aussi dimension de transcendance. Alors, vous voyez, ces deux premières dimensions, assez facilement aujourd'hui, on peut les prendre en charge. La troisième dimension, elle est parfois un peu plus délicate, mais je crois qu'elle est constitutive aussi de l'être humain. Et en même temps, parce que nous, on est sur une pensée, effectivement, de la reconnaissance. On veut être une personne reconnue. Est-ce que c'est pas ça qu'on veut aussi, être reconnu? Est-ce que c'est pas ça dont on voudrait que les gens nous disent, oui, ça, c'est ta vocation. Alors, pas forcément une vocation religieuse. Voilà, mais au sens très large du terme. Oui. Si, il y a bien entendu de ça. Mounier est quand même très attentif à la cohérence entre ces trois dimensions. Oui. Et je pense que c'est toujours un peu ça, avec peut dire des inflexions, des réajustements. Il se méfie de systèmes trop dogmatiques, en fait, parce qu'on est une époque aussi où les idéologies sont fortes. Il ne faut pas l'oublier non plus. Et donc, on avait déjà aussi, du côté français, cherché, on ne va pas faire trop technique, mais quelqu'un comme Renouvier, au début du XXe siècle, avait posé des définitions d'un personnalisme pour aider aussi à la structuration aussi de la philosophie républicaine en France, disons ça comme ça. Mais Mounier estime qu'il faut revoir les choses. Et aussi, une période dans les années 30 d'embrigadement très fort. Donc, quelle est la réalité de la personne face à des idéologies, face à des formes très, très coercitives de prise sur la singularité de chacun? Ça, c'est vraiment sa question. Et il refuse aussi une sorte d'idéalisme, individualisme bourgeois. Il y a une critique qui vient de Péguy aussi, là, pour dire non, ce n'est pas le monde du repli, de l'intimité, comme ça. Non, ce n'est pas du tout ça dont on a besoin. Vous voyez, donc ça, c'est très, très là intéressant aussi, aujourd'hui. Absolument, oui, on est absolument dans une... Mais alors justement, comment est-ce qu'on fait une société avec des personnes? C'est beaucoup plus simple d'avoir des gens qui cliquent sur des choses, ou des comptes de clics, ou des... Et évidemment, ce qu'il y a derrière, c'est la question de la communauté, comment elle se constitue. Voilà. Parce qu'avec avec des individus, j'allais dire identiques, c'est facile, on les met en tableau, on les met en groupe, on les met... Là, des personnes, c'est compliqué. La personne, c'est toujours un peu le bazar. C'est le bazar, en effet. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. En même temps, comment dire, si nous ne sommes pas des personnes, si on ne se projette pas, si on ne se situe pas comme personne, je ne serais pas ici, vous ne seriez sans doute pas là non plus, Jean-François non plus. Je pense qu'il y a un appel, simple, mais quand même quelque chose qui fait que nous sommes, appelés. On peut s'empêcher, bien sûr, de répondre à sa vocation. C'est courant. On peut l'empêcher aussi. Bien sûr, c'est plus courant d'ailleurs, mais on peut s'empêcher aussi pour mille et une raisons, différents déterminismes. Mais c'est sortir en dehors, c'est quitter ces déterminismes qui est posé là. De ce fait-là aussi, sortir d'une relation trop puriste. Alors c'est là, il y a un point extrêmement intéressant pour des jeunes. On travaille beaucoup avec des jeunes. De ce fait-là, c'est là. Les plus jeunes ont tendance à être dans une logique de purisme. Il y a les purs, les impurs, ou intention pure, intention moins pure. Dans un groupe, évidemment, on n'a pas tout à fait les mêmes intérêts. On peut très bien, par exemple, entrer dans un groupe et sentir que le vent va vers telle direction et utiliser un groupe à des fins politiques, personnelles, X, Y. C'est très courant, c'est très, très, très courant. Dans ce cas-ci, Mounier faisait extrêmement attention que ce groupe ne rentre pas, ne puisse pas être récupéré d'une manière ou d'une autre. Il avait tendance, jeune, au tout début de la revue Esprit, mais même un petit peu avant, à viser, à distinguer entre pur et impur, intention pure. C'est donc très moral, un peu fort. Et puis, arrive un personnage très important pour lui, dans les années... En 1934, quelqu'un c'est Paul Ludwig Landsberg, donc disciple de Max Scheler, et qui
juif, et opposant à Hitler dès les débuts, a dû partir en Espagne, et ensuite s'est retrouvé en France. Et lui insistait non pas sur pur et impur, mais sur parfait et imparfait. En fait, il n'y a aucune compromission, aucun engagement qui soit parfait. On est toujours embrouillé, on ne sait jamais vers quoi on va aller. Mais si on refuse d'entrer dans cette complexité, dans cette embrouillamini qu'est la vie, eh bien, sous prétexte que ce n'est pas bien parfait, ça ne rentre pas exactement dans mes cases, etc., on ne fait rien. On ne fait jamais rien. Et donc, l'idée, c'est de toujours avancer, se compromettre, accepter, alors pas les compromissions, mais s'engager réellement, non pas en aveugle, essayer au maximum d'être informé, et ça suppose effectivement un énorme travail commun. Et Mounier s'est trompé, il a reconnu, il a suivi parfois des personnes qui effectivement avaient des intentions plus ou moins honnêtes, on va dire, dans le cadre d'un groupe. Et il a suivi finalement des gens modestes autour de lui. Et la plupart du temps, c'est ceux-là qui en fait étaient dans la bonne voie, y compris d'ailleurs, dont 2 étaient athées pour le coup, ça s'estimait athée dans le groupe Esprit. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il a pu en fait écouter une autre vision qui est actuellement, je pense, recevable. Je dirais même dans le mariage, dans toute vocation, il n'y a rien de parfait. On est forcément dans un engagement imparfait, et c'est cet aspect qu'il faut accepter. Si on est dans une vision trop morale, pure, impure, là, on rentre dans une vision religieuse fondamentaliste très problématique. Alors, parce que, en fait, ce que Mounier a bien senti, c'est qu'il y a des quiproquos, des équivoques sur la communauté même. Aujourd'hui, on a une sorte d'inflation, tout devient communauté. Même moi qui suis prêtre, même dans nos groupes, dans nos assemblées de fidèles, on n'est pas tout de suite au niveau de la communauté. Bon, donc il arrive très bien à montrer un peu des étapes, des échelons. Bon, il y a la matière indifférenciée, ce qu'il appelle le on, il reprend Gabriel Marcel, il reprend ça aussi un peu à Heidegger. Ça, c'est le niveau qui a dit quoi. On a dit que. Et qui a dit? Donc il faut assumer quand même un peu là. C'est du on au jeu. Oui. Voilà, c'est souvent l'enjeu. Après, bon, il y a les sociétés raisonnables, parfaites. Alors, ils visent un peu la philosophie de Kant. Ben oui, mais tout n'est pas aussi raisonnable, tout aussi comme on le souhaiterait. Donc un juridisme formel ne nous prévient pas, dans certains cas, d'un certain nombre de failles. Et puis après, bien, il y a ce niveau communautaire. Mais notre grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'on confond communautaire et communautariste. Et communautariste, c'est effectivement la communauté fermée, c'est la communauté close, qui est repliée sur elle-même. Alors que Mounier, évidemment, c'est une communauté ouverte qu'il souhaite, qui rentre en communication, qui sait s'enrichir, et il pense la communauté à partir des personnes. C'est bien parce que nous sommes constitués et que nous sommes capables aussi d'apporter notre pierre à un édifice commun. Et donc ça, dans une recherche aujourd'hui, notamment celle du bien commun, ça a évidemment beaucoup d'intérêt. Et même, on pourrait penser aussi à l'Église actuelle, enfin, soyons sans langue de bois, on voit monter une génération qui effectivement est un peu puriste, qui veut revenir à des choses très strictes, ou alors qui est complètement, décontenancée par le fait que l'Église institution, c'est compliqué, comme vous dites, il n'y a rien de parfait, etc. Et ça, ça donne des clés. Moi, je sens quand même une évolution, c'est-à-dire il y a beaucoup de disponibilité aujourd'hui chez les jeunes, chez les 20 ans, on peut en témoigner, on en rencontre quand même pas mal, mais évidemment, une absence de transmission où il n'y a pas eu des repères fondamentaux, il y a une vraie soif, ça j'en suis absolument convaincu, je n'aurais pas dit ça il y a 20 ans. Et en même temps, un peu aussi à faire la preuve que ce que l'on dit, ce que l'on prêche, ce que l'on annonce, on le vit. Donc il y a vraiment un désir de cohérence et un certain nombre de jeunes, c'est pour ça, ils sont exigeants. Ils peuvent être exigeants. Oui, c'est ça. Et peut-être qu'il faut, alors je ne sais pas s'il faut renoncer, ou en tout cas transformer ce purisme en quelque chose de plus, disons peut-être de plus réaliste. Je ne sais pas comment Mounier dirait, mais quelque chose qui, ce que vous disiez était très intéressant. C'est-à-dire, on se salit toujours un peu les mains quand on s'engage. Et il ne faut pas refuser de s'engager au nom de ses mains propres. Absolument. Mounier est connu
pour quelque chose de très surprenant. J'ai pu le voir en France, mais j'ai pu le voir également en Espagne. C'est le premier qui a fait, dans un groupe qu'il avait créé à Châtenay-Malabry, les Murs Blancs, donc, où il réunissait ses amis. C'était un petit peu l'équivalent, la revue Esprit, en fait. Ils vivaient ensemble. Ils vivaient ensemble, c'est très original. Ça va continuer jusqu'à Paul Ricoeur. Absolument. Domnac, c'était un des derniers, oui, effectivement. Mais frère Ricoeur, c'est Ricoeur, vous avez raison, qui est le dernier. Et en fait, il a créé, c'est lui qui a fait la première page qui traite justement des communs. C'est-à-dire des lieux, alors pas des lieux communs au sens habituel du terme, mais voilà, s'occuper, voilà, on est ensemble, on a nos propres tâches, mais il faut bien s'occuper de la salle commune, la salle de ping-pong, des poubelles, des fleurs, de couper les arbres. Et donc il a créé, avec beaucoup d'humour, une forme de vadémécum pour chacune des personnes. Ça paraît très simple, c'est une forme de, je dirais, c'est comme des copropriétaires, c'est un peu là, mais c'est pas ça, c'est vraiment comment vivre ensemble au quotidien. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que depuis ces peu de temps, il y a en fait, avec les groupes qui se créent alternatifs, il y a une recherche de cela très forte. Donc, ces nouveaux immeubles en copropriété, où ces jeunes qui créent des immeubles carrément, donc des architectures spécifiques pour pouvoir vivre en communauté. Et c'est pas simple. Mais on voit bien qu'il y a on va vers cela. Et ceux qui ont eu d'ailleurs, les gens très marqués par Mounier, qui ont été aux affaires, il y a eu énormément, une grosse influence, par exemple, des milieux proches de la ville, des petits maires, des sénateurs, etc., qui, proches de la réalité, ont fait en sorte de créer des petits immeubles de 4 étages, où il y a en gros 8 familles par escalier. Je vis dans un de ces lieux. Ça a été créé par des gens de Vie Nouvelle qui sont très influencés par Mounier. Donc c'est cette question de se vivre ensemble, on dirait aujourd'hui, ce n'était pas le terme de Mounier, mais n'importe, est tout à fait fondamentale. Alors il faut quelqu'un qui tienne. Et c'est là aussi, Mounier était considéré non pas comme un leader, parce qu'il a commencé à 27 ans. Il s'est posé à 27 ans. À 27 ans, il était accepté par tous, et pas des moindres. Il fallait une personnalité très architecturée intérieurement, très forte spiritualité, tu en as parlé, pour pouvoir tenir. Et il était considéré non pas donc, comme un leader, non pas comme un patron, mais comme un recteur. Une forme de tuteur au son, quelqu'un qui est là, non pas qui dit forcément loin, mais qui permet à chacun de tenir debout. C'était le terme qu'on utilisait pour lui. C'est assez amusant. À 27 ans, recteur, c'est pas donné à tout le monde. Oui, on est plutôt recteur tardivement. Ça se voit dans des situations choisies, des situations non choisies. Les situations choisies, par exemple, c'est un excellent animateur de la revue Esprit. Il est capable de produire des synthèses, de faire de l'interaction entre les personnes et que chacun puisse donner le meilleur, sans éliminer les différences. C'est un art assez subtil, et il est très très doué pour ça. Mais aussi à d'autres moments, dans les situations les plus contraintes, puisque Mounier est mis en prison quand même pendant la Seconde Guerre mondiale, la France est occupée, il est en zone sud, le régime de Vichy le considère comme une âme un peu dissidente de la résistance, etc. Il se retrouve en prison. Il va passer quand même plusieurs mois. D'abord en résidence surveillée, puis en prison. D'ailleurs, sa santé va en prendre un coup avec. Et donc ça, c'est très intéressant aussi de voir comment est-ce qu'il se comporte, comment est-ce qu'à ce moment-là, il essaie de soutenir les plus fragiles, il essaie de donner des orientations. Et bon, après, on lui proposera à la Libération, plus tard, carrière politique. Ce n'est pas son domaine, ce n'est pas son choix. Lui, il est plus dans l'animation des idées, disons ça comme ça, mais aussi de façon très concrète. Donc, tu l'as dit, Yves, c'est vraiment un des penseurs de l'engagement. L'engagement, c'est notre place, c'est notre rôle, c'est notre situation dans le monde. Et on ne peut pas faire comme si on était spectateur. Non, non, non. Même en ne faisant rien, nous participons à la construction ou pas du monde. Et donc là, il est très influencé finalement par
un philosophe allemand Landsberg, dont on a parlé. Il a aussi hérité un peu de la tradition française, de Blaise Pascal. Voilà, c'est des gens comme ça aussi qui l'ont inspiré. Et c'est, à mon avis, très très neuf. Donc on réfère souvent la pensée de l'engagement à Sartre, oui. Mais Mounier a été quand même, au sein de la revue Esprit notamment, un des vrais introducteur de cette question-là, qui est centrale en France. J'ajouterais peut-être que il y a effectivement ces deux hommes, Sartre et Mounier, sont nés la même année. Voilà. L'engagement vu par Sartre, c'est une logique d'un engagement désespéré, je dirais en désespoir de cause. C'est ça, oui. Chez Mounier, on est dans ce qu'il appellera un engagement lié à l'optimisme tragique. Une espèce d'oxymore, mais qui est assez clair. C'est-à-dire c'est une espérance en l'homme, mais sans oublier, bien sûr, toute la part tragique de l'homme. Voilà, il avait lu Dostoïevski, il avait lu, et il avait connu lui-même, bien sûr, bien des tragédies dans sa vie. C'est pour ça que ça le rend très intéressant pour aujourd'hui aussi. Oui. Parce que, et c'est d'autres qui l'ont dit aussi avant nous, est-ce que notre situation actuelle n'est pas celle un peu de l'oubli de la tragédie du monde ? Pas faire comme si nous n'étions pas dans un contexte européen ou international très, très troublé, et que bon, voilà, on ne peut pas se payer de bons sentiments, il faut aussi qu'on soit capable de prendre nos responsabilités. Et il y a vraiment ce souci vraiment d'incarnation chez lui, de cette présence au monde, des événements qui nous constituent. C'est vraiment une pensée aussi de l'événement qui est indiscutable. On enregistre au moment où le président Trump a décidé qu'il ne soutenait plus l'Ukraine et est en train de... Alors je suis très prudent, parce qu'on ne sait pas au moment où on enregistre, on ne sait pas où ça mène. Est-ce que est-ce que ça fait événement ? Est-ce que ça fait justement rupture ? Et donc, est-ce que quelqu'un comme Mounier aurait quelque chose à dire là ? Oui, alors on ne va pas faire parler, mais la question c'est aussi, il y a cette formule qui est connue, l'événement sera notre maître intérieur. C'est-à-dire qu'on doit apprendre à regarder les choses en face et on doit apprendre à les comprendre déjà, à en faire aussi notre propre être. Donc ce n'est pas si facile parce qu'on peut être prisonnier de grilles d'analyse, on peut regarder les choses de façon très superficielle. Alors, Mounier, ça jusqu'au sens spirituel. Donc, qu'est-ce qui nous est dit présentement de cette déliaison entre l'Europe et les États-Unis qui sont liés constitutivement ? Quelle tragédie ! Oui. Voilà, on a employé le terme de tragédie. Et puis, bon, puisqu'on parle effectivement ici de l'Ukraine, comment des pays qui aspirent à la liberté, fondamentalement, qui cherchent à vivre en paix, sont devenus aussi dans des tensions qu'on leur a vraiment imposées. Oui, je crois qu'on peut être clair. On peut être clair sur ce sujet-là, alors qu'il y a tellement à vivre ensemble. Comment est-ce que des gens qui sont frères et qui ont une histoire mêlée, qui est une histoire aussi très riche, sont devenus d'un seul coup Abel et Caïn ? On peut aller jusque-là. Oui, il y a aussi, je pense qu'il aurait parlé de la question de la structure du capitalisme. Ce qui, je pense qu'il n'aurait pas été surpris par la logique du capitalisme sauvage, brutal, telle qu'elle est présentée par Trump. Je pense que c'est pas... Par contre, ce qui est très problématique, c'est l'absence de réaction des démocrates. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont engoncés dans le même système capitaliste. Ils ont suivi ce même système capitaliste et ils ne peuvent pas réagir réellement sur le fond. C'est cela qu'aurait dit Mounier. Il leur dit, parce qu'il l'a dit par ailleurs dans les années 30, je ne fais que... C'est ce qu'il dit. Oui. Au fond, on est dans une logique d'une bourgeoisie, par exemple que défendait Mauriac, par exemple, contre une révolution, et où il se situait aussi, la bourgeoisie se situait comme victime du capitalisme. Ce qui n'est pas complètement faux. Mais pour autant, est-ce que la bourgeoisie elle-même
n'est pas rentré dans un système sans du tout tenir compte de la misère du monde. Et donc finalement n'a pas fait le jeu d'une manière ou d'une autre du capitalisme. Oui, et puis en après, laissant, voilà. Les phénomènes aussi d'oligarchie, sans rentrer trop dans les détails. Bon, Mounier était quand même quelqu'un qui s'est beaucoup battu contre aussi les cartels. Bon, sans rentrer trop dans l'analyse politique et ne pas être trop polémique, on sait quand même que le président Trump a eu des parties liées avec les intérêts de la Russie, d'un certain nombre d'oligarques. Et puis des cartels, enfin, je veux dire les GAFA, ce qu'on appelle les GAFA, enfin, les grands. Donc, on appelait ça, enfin, ce qu'on appelait autrefois les cartels dans les années 30, c'était les grands capitalistes. Donc là, c'est patent, enfin, je veux dire, sans être même trop. Et c'est pour ça quand même que il y a une lucidité chez Mounier qui est très étonnante. Parce que quand on regarde 32, 34, la révolte en France, 36, l'arrivée du Front populaire, la guerre d'Espagne, 38, l'abandon de l'Europe, Munich, 39, il était d'une lucidité exemplaire, il s'est peu trompé, Et ça, c'est très, très intéressant de voir aussi qu'est-ce qui produit ce genre d'analyse. Les rencontres, les échanges, la mise en commun de ce que chacun porte aussi et des préoccupations. Et je pense que vraiment par rapport à un certain abandon de l'Europe en 1938, il a parlé de la trahison de Munich, je crois qu'on rejoue quelque chose aujourd'hui qui est dans certains cas, perçu comme similaire. Je vais régulièrement en Europe orientale, je vais régulièrement à Bucarest. Vous savez quand même qu'on a besoin aujourd'hui de solidifier cet espace européen. C'est clair, oui. Et ça me semble indéniable que tous ceux, Mounier a beaucoup travaillé à la réconciliation franco-allemande dès la fin de la guerre. Et ça, c'est très, très important aussi de le redire, que nos premiers amis, ce sont aussi ceux qui vivent de l'autre côté du Rhin, et qu'on a à imaginer des choses ensemble, parce que notre destin, il est lié. Et après, les grands architectes de l'Europe, on ne va pas tous les passer en revue ici, mais Jacques Delors, entre autres, ont été vraiment très, très marqués par Mounier. Et justement, comment est-ce qu'on fait pour... ça, c'est vrai aujourd'hui comme hier. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir cette ligne-là sans tomber? Parce qu'évidemment, quand on est anti-capitaliste, on va dans un parti anticapitaliste. Et on a des nouveaux partis comme ça, et Mounier ne va pas dans le communisme. Donc comment est-ce qu'on arrive à maintenir ça? On tâche de ne pas rentrer, justement, on tâche de te faire tenir, d'être fidèle à la personne. Parce que dans les deux cas, on noie la personne dans des numéros. Oui, c'est ça. Et dans l'autre cas, dans la masse. Là n'est pas la personne. Alors, il faut choisir une voie intermédiaire. Il y a eu une voie intermédiaire qui était en fait le monde dans lequel il avait été élevé, qui était la démocratie chrétienne. Mais Mounier était très très dur sur tout parti qui mettait en valeur le christianisme. Le christianisme, je dirais l'Église, toute religion de façon générale. Ça aurait été un parti juif ou musulman, ça aurait été pareil, bien sûr, pour lui. C'est vraiment le point important. Donc il a toujours été très, très à distance, même si les démocrates chrétiens, et notre actuel Premier ministre d'ailleurs, l'apprécient énormément. Ce n'est pas l'aime, mais lui était systématiquement à distance. Et la question de Munich a été très dure, puisque la plupart des démocrates chrétiens étaient favorables à Munich, comme d'ailleurs l'écrasante majorité de sa génération. Il s'est aliéné de tout le monde en disant « c'est une trahison », y compris sa propre femme. Oui. Ah oui. Non, ça va loin. Donc ça a été très loin. Il s'est aliéné. Il a perdu un tiers de ses abonnés, un tiers aussi de ses groupes, à cause de cela. Et il a maintenu ce cap. Il était très choqué, notamment. Il a écrit un ouvrage au Cerf qui s'appelle Belliciste ou pacifiste, où il ne comprenait pas que les chrétiens accepte cela, accepte cette vision. Et donc, il a écrit un très grand ouvrage, un petit ouvrage, disons, mais c'est grand par sa force, sur les chrétiens devant la paix. Mais qu'est-ce qu'on appelle la paix? C'est pas plutôt la pacification?
On sait ce que ça veut dire, la pacification. Hein, et le Christ n'est pas venu pour nous pacifier. Alors on arrive à la question du christianisme de Mounier. Oui. Justement, c'est un christianisme social. Est-ce qu'on est dans... Est-ce que c'est facile de le mettre doctrine sociale, puis 11, après Léon XIII, etc. Ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? C'est un peu plus compliqué que ça. Bon, effectivement, il porte en lui un des éléments de ce qu'on peut qualifier maintenant un peu de la doctrine sociale, qui était en cours en germe. Je trouve important de dire qu'il a eu quand même aussi comme conseiller, comme ami, des personnes comme le cardinal de Lubac. Alors, il n'était pas cardinal à l'époque, hein, évidemment. Oui. Hein, donc, il était formé aussi par des jésuites. Et de Lubac, à l'époque, qu'est-ce qu'il étudiait? Il étudiait Proudhon. Il faisait pénétrer la pensée de Nietzsche. Donc, c'est théologien, très conscient d'un certain nombre d'enjeux culturels, mais en même temps pas du tout en dehors des questions sociales. Vous voyez, donc, c'est une assez grande complexité. Il connaît les maîtres spirituels, il a fréquenté aussi voilà, des pensées comme celle de Blaise Pascal, que j'ai cité tout à l'heure, Descartes aussi, puisque son mémoire de fin d'études porte sur Descartes, mais ce qui lui importe d'abord, c'est la vision de l'humain qui s'en dégage. Donc, ce qu'il refuse, c'est un spirituel désincarné. C'est un spirituel qui serait un vague spiritualisme. Alors aujourd'hui, effectivement, il faut reprendre l'histoire de la philosophie française pour voir ce que nous a donné aussi le spiritualisme. Moi, je pense qu'il y a vraiment là, parfois, des choses assez inexactes. Mais Mounier est d'abord un philosophe qui n'est pas un philosophe de l'action pure, hein, l'action pure, y compris au sens spirituel, mais qui tient les fondamentaux du christianisme, sans aucune difficulté. C'est un chrétien convaincu, qui ne fait pas mystère de sa foi, c'est ça qui est important, et qui reste très, très présent à d'autres dimensions spirituelles. Et par exemple, quelqu'un, quand il arrive à Paris, il se forme auprès d'un lazariste qui est aveugle, le père Pouget, qui est un génie de l'écriture. Ça, je pense, ça vous intéressera spécialement. C'est quelqu'un qui a appris la Bible par cœur, qui est devenu aveugle et qui a... C'est Jean Guiton qui en parle. Oh, Jean Guiton en a bien parlé, voilà. Qui de ce point de vue-là, est imbattable, indémodable. Il est capable aussi de faire des expériences sociales avec un certain nombre de chrétiens, avec des groupes qui se revendiquent, des équipes sociales, etc., hein, qui vont aussi rencontrer la misère concrète. C'est pour ça que des mouvements comme ATD Carmonde ou autres aujourd'hui s'inspirent aussi encore de lui. Et donc, c'est quelqu'un qui fait une sorte un peu de synthèse, voilà, de rassemblement des données fondamentales. Et c'est pour ça que, sans trahir trop de secrets, mais le cardinal Lustiger était très intéressé. Et à un moment donné, on s'est posé la question, c'est un chrétien parmi d'autres, quelle est la place ? Et Jean-Paul II l'a cité plusieurs fois, et le pape François aussi. Voilà. Vous voyez, donc c'est aussi cette façon d'être présent à des enjeux humains et spirituels, et sans les délier. Je peux ajouter une petite chose? Et après, on va parler d'éditorial. Il y a la dimension mystique, qui est très importante chez Mounier. Elle est vraiment très nettement apparue dans le premier tome, justement, donc la jeunesse de Mounier. Il a écrit un texte très long sur Sainte Thérèse de Lisieux, figure. Et puis, j'ai parlé tout à l'heure de sa colonne vertébrale. Il est clair qu'elle est très franciscaine. Alors, dans le sens qu'il aime profondément François d'Assise. Il sait aussi ce que la fameuse joie parfaite, c'est-à-dire la joie parfaite, c'est d'être rejeté par ses frères. Hein, c'est ça, la perfection, elle est là, en fait, le rejet, on frappe à la porte et vos propres frères, les propres franciscains vous rejettent. Et que cela, on est dans cette joie parfaite qui rejoint celle du Christ. Donc là, il y a cette question-là, donc la question des mystiques est présente. À la fin de sa vie, il avait dit à Guiton que il est resté profondément mystique. Je pense que c'est cela qui l'a mu, qui l'a permis, sachant que les mystiques, les vrais mystiques, sont des fondateurs, tous. Et donc, il y a cette question, on ne peut jamais oublier que Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, François d'Assise sont aussi des fondateurs, avec tout ce que cela suppose. Alors, vous avez parlé de ce premier volume là, que vous avez édité, puisque c'est vous le maître d'œuvre de cette grande entreprise. Donc, qu'est-ce
En fait, qu'est-ce que vous faites ? Quelle est la particularité de ces œuvres complètes qui vont connaître 7 tomes, je crois ? Absolument, absolument. Donc il s'agit de présenter tout ce qu'on a, donc y compris des textes non publiés. Ce qui est original ici, il y a deux originalités, je dirais. C'est d'aborder, de donner la partie personnelle de Mounier et de publier également ce qui est collectif, c'est-à-dire ce qui est signé Esprit ou pas signé du tout. Donc montrer à la fois, mais dont il était responsable en tant que directeur de la revue Esprit. Donc c'est montrer à la fois le travail personnel, je dirais spéculatif de Mounier, et le travail collectif. Comment à partir de là, on est dans des lignes de position collectives. Et c'est ce passage-là, et c'est très original, il n'y a pas d'équivalent. Par ailleurs, on présente les œuvres, les tomes, en fonction des événements. Alors Jean-François en a parlé, il y a la jeunesse, après il y a la création de la revue Esprit, 32. Il y a la période jusqu'à la guerre civile espagnole. Donc, c'est le moment où Mounier dit il faut suivre, n'est-ce pas, le régime républicain contre. Alors qu'au même moment, on massacrait énormément de personnes, de prêtres, de catholiques. Donc, il y avait un vrai problème. Ensuite, on en a parlé, Munich, 38. 38 ensuite, il y a la période jusqu'à la guerre, donc Esprit est donc condamné et doit arrêter en 41. Ensuite, il y a la période de clandestinité, etc., avec le fameux traité du caractère et l'affrontement chrétien. Donc là, c'est la pleine guerre, Esprit n'existe plus. Et puis il y a le retour d'Esprit, donc 44, 47, donc la question complexe de l'après-guerre, et puis 48, 50, la période où je dirais la toute fin de sa vie, avec aussi d'autres aspects complexes, notamment la relation à l'Église, au communisme. Voilà, ce que vous montrez là, ce sont les entretiens. Les entretiens, Les entretiens, donc là, c'est vraiment aussi très, très important. C'est une mine, parce que Mounier participe beaucoup à la vie culturelle, à la vie associative, à la vie artistique, à la vie philosophique. Et donc, ce premier travail qui concerne les années 26-44 permet de voir quelqu'un qui note des choses. Ce n'est pas exactement la même chose que pour Hannah Arendt, ce n'est pas le journal de pensée. C'est parfois très hétéroclite, mais ça donne des renseignements très précieux, parce que qu'est-ce qu'on nous demande, nous, aujourd'hui en France, parce que Mounier a un rayonnement international, c'est d'établir correctement le texte, c'est ce que fait Yves et d'autres, pour faire en sorte qu'on comprenne ce contexte. On a eu les premiers textes dans les années 60, peut-être certains d'entre vous ont encore ça dans leur bibliothèque, mais là, les textes n'étaient pas forcément complets. Un certain nombre de choses paraissaient, mais on n'avait pas forcément toujours les éléments. Maintenant, c'est ça, c'est une édition critique qui est nécessaire et qu'un certain nombre de jeunes découvrent avec bonheur. Pour aller plus loin, il y a aussi les cahiers de votre association, donc qu'on peut acheter, j'imagine, via le site de l'association. Absolument. On ne va pas donner le site, il suffit de chercher sur votre, comment on appelle ça, il y a un Google, quoi. Google, c'est le mot que je ne voulais pas employer. Moteur de recherche. Un moteur de recherche, voilà. Sur un moteur de recherche. Peut-être, il nous reste vraiment, on est même en retard. Un conseil de lecture, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut commencer par quoi ? Je vais être très rapide. Mounier est un philosophe qui n'était pas prétentieux. Et donc, il a donné lui-même l'accès à son œuvre par un petit « que sais-je ». Vous voyez, le geste est très représentatif de Mounier lui-même. Lui-même ne fait pas faire la présentation de ses affaires à d'autres. Il dit non, il faut que ça soit dans les mains de tous et que tout le monde puisse... On commence par le que sais-je. On peut commencer par le personnalisme. Et puis, je dirais, moi, de mon côté, l'affrontement chrétien. L'affrontement chrétien. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.